Seule la lave, c'est ce qui est devenu la montre disparue. Buongiorno a tutti, ici Red et on se retrouve pour le 9e chapitre de Jojo Land. Une montre qui réapparaît comme par magie, un faux Paco, un stand utilisé inconsciemment. Avec Mike, nous avons passé au crible tout le chapitre pour vous proposer cette review. Un stand qui agit seul. Lors de l'expérimentation de Dragona et Usagi, ces dernières venant à vriller totalement avec un début de game de Où est Charlie avec le vendeur qui pète un câble, c'est rien, c'est Jojo, de nombreux événements inattendus surviennent. Le plus anormal étant l'automatisation de Smooth Operator, le stand de Dragona venant à montrer une utilisation spontanée malgré elle, ce qui dénote complètement de son utilisation jusqu'à maintenant démontrée comme voulue et même mécanique pour Dragona. Dès le premier chapitre de la nouvelle partie avec la scène des flics, Smooth Operator est montré comme un stand multitâche que Dragona sait utiliser, laissant deviner très clairement qu'elle s'en sert quotidiennement depuis un beau moment, voire depuis toujours, à la manière de Kira dans Jojo Lion lors du sauvetage d'un patient de sa mère. Mais alors, si Dragona connaît si bien son stand, qu'est-ce qui explique sa soudaine découverte d'automatisme de ce dernier? La lave se voit être notre suspect numéro 1, démontrant encore de nombreux essais jusqu'alors incompréhensibles par des règles simples, nous commençons tout de même à cerner ce nouveau MacGuffin de la partie de par un supposé mécanisme d'activation. L'inconscience des émotions. La lave attire tout objet de valeur à elle, pas parce qu'elle le veut ou le peut, mais parce que c'en est ainsi. Elle est comme ça, et c'est tout. Le même mécanisme marche pour nous. Nous respirons parce que nous en avons besoin, mais surtout parce que c'est comme ça. C'est immuable à chacun de respirer, pas par volonté ou pouvoir, ni même par sentiment, mais parce que notre corps tout entier est fait pour respirer. Telle la lave pour attirer vers elle, et c'est dans cette volonté que quelqu'un peut contrôler son pouvoir. Il ne faut pas attendre d'elle qu'elle s'active, ni forcer la destinée, mais simplement de savoir que tôt ou tard, tout objet de valeur reviendra vers elle, de par les échanges et les connexions, tel un pouvoir primordial. C'est marrant, ça me fait presque penser au système de fonctionnement des titans dans SNK, où il faut un but précis pour pouvoir se transformer. C'est en quelque chose un peu similaire, la lame n'agissant que parce qu'elle est ce qu'elle est, comme les flèches, sans le pouvoir de dignité du toucher, et que son pouvoir remonte à des choses qui nous dépassent tous. Paco, suspect depuis le début. Savez-vous ce qu'est le foreshadowing? Si vous suiviez l'attaque des titans en animé ou en manga, évidemment que oui. Mais malgré qu'Isayama soit reconnu comme l'un des maîtres de cet art, il n'empêche pas aux autres mangaka d'eux aussi user de cette technique pour donner un peu plus de profondeur à leur œuvre. Vous vous attendez peut-être au détail qui tue qui aurait permis de prévoir depuis le début le fait que Paco était en fait faux? Eh bien, peut-être qu'on a des pistes, mais on n'est pas encore sûr. Première possibilité, sur les pages 11 et 12, quand Paco part échanger les boissons, Jojo le regarde sur une case à fond noir, voulant souvent signifier qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. L'argument principal est qu'il y a un faux raccord, on ne voit pas la transition entre Paco qui repart et qui revient, alors que normalement Araki prend le temps de décrire les actions, et on le voit bien dans la boutique de montres de luxe un peu de temps après, avec le vendeur observant, se retournant, discutant avec les vigiles et démarrant les menaces. Mais ici rien, aucune transition. On pourrait imaginer qu'il est choqué de voir le billet revenir, mais on ne le voit pas sur Paco directement, et surtout il réagit déjà à ça dans la case en bas à gauche, donc une piste à ne pas négliger. Mais on a aussi la page 4 où il dit vouloir aller chercher à manger et à boire. Mais celle que l'on préfère, c'est sur la page 19, après avoir eu le petit mot qui signifie que la partie a bien démarré, nous avons ce regard. Et là aussi, dans la décomposition du mouvement, c'est pas bon. Quand on regarde la double page 17, nous remarquons que Jojo se retrouve derrière, Usagi légèrement derrière Dragona et Paco tout devant, qui semble entamer une marche vers l'avant. Après une page où l'on voit seulement 3 des 4 protagonistes, où la perspective a été respectée, on voit Paco assis derrière sur une chaise, avec un regard bizarre et surtout une manière de parler qui a changé et qui semble légèrement plus soutenu. Je suis quasi sûr qu'à un de ces moments, le vrai Paco était tranquillement en train de patienter pour un délicieux fast-food, mais il y a de grandes chances que ce ne soit jamais confirmé. Un retour inattendu. Notre mystérieux propriétaire de la lave vient à se montrer d'une manière inattendue. Mais son pouvoir de camouflage du spy dans TF2 nous laisse à repenser à une théorie présentée dans des reviews antérieures, celle du retour des hommes rochers. Bon, faut bien faire qu'avec ce qu'on a, vu que Jojo a le don pour lâcher des infos majeures par miettes sur plusieurs chapitres, il va de soi que cette hypothèse repose sur pas grand chose. La capacité de notre cher propriétaire semble reposer sur la dissimulation de son propre corps en une autre apparence. Mais le plus intriguant, c'est que cette même apparence semble composée d'une matière capable de se craqueler,
comme de la terre, de l'argile ou même de la roche. Bien que très peu de nos anciens amis hommes rochers démontraient une capacité à craqueler, hormis lors de grosses blessures ou de leur décès, cela ne dit pas non plus qu'ils en sont incapables. Leur corps en silicium leur offre techniquement toutes les capacités de la roche, notamment les fêlures, et sans compter leurs mus qui modifient leur physique tout au long de leur vie. Alors là, un stand, car c'est sûr qu'il en a un, viendrait en jeu pour contrôler ce mécanisme corporel afin d'en user stratégiquement. Eh oui les enfants, hein, dans Jojo, tout est possible. Des renversements inversés. Petite pause avec une anecdote marrante sur les retournements de situation dans ce chapitre. On avait une situation simple en apparence avec une disparition non voulue de montre qui était totalement what the fuck, et une situation un peu plus délicate impliquant très sûrement un manière de stand restant simple. Et seulement ce qui est drôle, c'est les retournements des situations qui ont rendu la première situation parfaitement normale malgré tout, tandis que la seconde est devenue totalement what the fuck avec un manière de stand, avec un échange de personnages totalement inattendu. Donc on a une inversion complète du caractère des deux situations pour un retournement général, où on pensait que les deux situations étaient équivalentes en termes de pression, alors que l'ennemi est déjà là dès ce chapitre 9. Bravo Araki. Des nouvelles du propriétaire. Bien qu'Araki soit sans aucun doute en train de nous cuisiner un beau poulet braisé comme il en a le secret, et que ce chapitre est assurément très intéressant, faut quand même être réaliste. Y a pas grand chose à en tirer pour la suite des événements, si ce n'est le commencement du combat entre le véritable premier antagoniste de la partie. Ainsi, permettez-moi de faire une petite digression quant au chapitre précédent, à commencer par Meryl May. Grande, costaud et assurément une femme puissante, cette boss n'a pour l'instant que des secrets insondables à nous montrer. Et je prie pour qu'elle ne soit pas qu'une chiralité de Diavolo, bien que j'en doute fortement. Qui est cette femme? Pourquoi en sait-elle autant sur ce diamant? Peut-être même sur Rohan lui-même? Savait-elle pour la lave? Est-elle aussi dans le coup pour son obtention? Connaît-elle le propriétaire? Une femme de grande taille et super baraque. Jojo m'a bien appris que ça cache forcément un stand. Mais qu'en est-il de son pouvoir? Pareil pour ses business. Directrice de lycée, gérante de magasin vestimentaire et chef de gang, jusqu'à où s'étend son réseau? Et aussi, on a rapidement compris qu'elle était mariée et mère. Est-ce que sa famille est aussi dans le coup? Seront-ils importants dans l'œuvre? Est-ce qu'elle met le Nesquik avant ou après avoir chauffé le lait, putain? Trop de questions pour l'instant sans réponse. N'hésitez pas à en venir en débattre avec nous, c'est toujours intéressant d'y réfléchir à plusieurs. Un début plus rapide. En dernier, en se rappelant des anciennes parties du même univers, puisqu'on est des acharnés, on a essayé d'imaginer à quel point précis du temps les situations étaient à peu près au même point d'avancement. Je dis ça puisqu'on a remarqué que la partie avançait bien plus vite que les parties précédentes. Regardez Jojo Lion, la partie démarre seulement vraiment au tome 4, une fois que le premier mystère soit semi-résolu et que l'on commence à amorcer d'autres mystères, précédant le flashback avec Johnny, un hors-série et le premier homme rocher. Jojo Lion souhaitait nous imprégner d'une ambiance mystérieuse et traîner en longueur avec des manières de stand qui coupaient l'action, et toujours des hors-séries. Mais Jojo Land semble faire bien mieux en seulement 2 tomes, et surtout ne va pas couper l'histoire pour de l'action sans réflexion derrière. Même les chats, qui semblaient inutiles, cachaient bien quelque chose. Un propriétaire, un cliffhanger impressionnant qui mène à une nouvelle menace. Jojo Lands, qui, je vous le dis depuis le premier chapitre, reprend les grandes lignes de Golden Wind avec la mafia, la drogue et le trafic, va réussir à reprendre les mécaniques de mystère des 2 parties centrées sur une enquête. Diamond is Breakable et Jojo Lion, ce dernier qui avait déjà réussi à faire bien mieux que la partie dont il s'inspire en évitant de nous révéler tout trop rapidement et avec seulement un épisode centré sur un semblant d'enquête et de mystère. Pour un MacGuffin bien plus intéressant et énigmatique et présenté depuis le début et probablement par une organisation bien plus logique qu'une passionnée ou organisation Rokakaka. Araki a réussi à faire mûrir son storytelling pour nous donner une histoire All Stars qui réunit tous les meilleurs éléments pris séparément de chaque partie pour avoir une partie ultime et qui finira en beauté cette œuvre qui a été et sera toujours culte. Grazie mille, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très vite pour le 10e chapitre de Jojo Lands qui va clôturer cette année 2023 en beauté. C'était Mike Damer, de retour après une bonne pause. En espérant que la review vous aura plu, l'exercice m'avait manqué et ça promet pour la suite. Moi et le boss, on vous souhaite une bonne virée à Hawaï et à très vite pour de prochains chapitres l'équipe. La bise. Searching all along, confessing while alone and on, without the clue, without a sign, without grasping.